Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour, Merci bonjour beaucoup. Elisabeth. Merci beaucoup d'être notre invité sur LCI. On a hâte de vous entendre. Vous êtes la première marque française, on le rappelle, le deuxième distributeur de carburant en France. Et évidemment, la guerre tue en Ukraine. Mais les effets économiques de cette guerre commencent à se faire sentir. Les Français, je pense, commencent à mesurer ça. Mais d'abord, on disait avec Brice Teinturier, le patron d'Ipsos, lundi matin sur ce plateau, plus de 90% des Français ont peur de cette guerre en Ukraine. Est-ce que le comportement des consommateurs a été modifié par cette peur déjà, telle que vous l'observez dans vos centres? Oui, je pense que dans un premier temps, tout le monde a observé à la télévision, avec cette distance, quelque chose qui a suscité d'abord une émotion et qui aujourd'hui est notre émotion. Et on se sent coupable de ne pas intervenir. En même temps, on se sent démuni, parce qu'on ne va pas non plus faire la Troisième Guerre mondiale. Nos aînés, et même les gens de ma génération, ont entendu les discours de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire sa colère, d'envoyer des armes. C'est lourd de conséquences. Donc, il y a une vague d'abord de générosité qui se met en place. Je le vois parce que dès samedi dernier, avec la Croix-Rouge, dans les centres Leclerc, on a mis en place des opérations de collecte qu'on a abondées, évidemment, nous aussi. Et sur la logistique des centres Leclerc de Pologne, on amène des camions qui sont partis hier, là, des nourrières de camions, pour approvisionner les réfugiés en vêtements, aussi tout ce qui est sanitaire. Et puis les associations, les ONG participent de cet éveil, aussi bien les banques alimentaires et autres. Et là, donc, c'est une guerre qui est à nos portes. C'est pas simplement la guerre en Birmanie, c'est pas simplement la guerre au Yémen. On se sent quand même, on se sent coupable, je pense, aussi dans la manière d'intervenir ou pas intervenir. De l'impuissance, oui, vous voulez dire. de l'impuissance, mais aussi à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est passé comment? On a beaucoup reproché aux Américains de ne pas être intervenus tout de suite. Et, tout ça. Et donc, ces mémoires-là reviennent et troublent les Français. Et alors, il y a l'aspect aussi conséquence. Il y a l'aspect pour ceux qui ont moins, pour ceux qui se disent qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de carburant? Est-ce qu'on va avoir du blé? Parce que les médias ne mettent pas de chronologie forcément sur ce temps qui advient. On est dans l'instant, on reçoit les images. Et là, il y a pas une panique, mais il y a une grosse inquiétude des consommateurs. Est-ce qu'il faut faire des stocks? Alors, bien évidemment, non, il y a ce qu'il faut. On va en parler. Ils ne le font pas encore. Quand vous dites qu'il y a Ouais. une panique, on ne voit pas encore, par exemple, de comportement comme on le voit dans certaines crises, de gens qui se précipitent sur les rayons pour justement faire des stocks. Non, par exemple, Ça, par rapport à la première vague du Covid, Oui. où ça avait été un peu n'importe quoi, hein, sur les pâtes, le riz, le PQ, le sopalin, etc. Merci. Non, il y a une fébrilité, il y a un questionnement dans les magasins en permanence, et j'en discutais avec mes collègues de la distribution, toutes les enseignes entendent cela. Et puis, il y a le premier poste de dépense, c'est l'alimentaire, mais les carburants, en province, c'est très important pour se déplacer. Et jusqu'où cela ira-t-il? Et donc aujourd'hui, tout le monde regarde là-haut, sur les totems d'affichage de prix, quand est-ce que ça passe les 2 euros? Alors, c'est passé, dans certaines stations, c'est passé, les 2 oui, euros. et cette semaine, ça va passer chez Alors, tout le monde, attendez, je pense. vous, par exemple, vous estimez, enfin, vous mesurez à combien la hausse depuis le début de la guerre? C'était il y a 15 jours, c'était jeudi il y a 15 jours. Alors, le consommateur, les automobilistes, ils ont vu les prix augmenter de 50 centimes depuis le début de l'année. Hein. Oui. Le début de la guerre, c'est pas en soi un marqueur, il n'y a pas une date, mais depuis le début de l'année, 50 centimes de hausse sur le prix des carburants. Et donc, d'abord... Parce qu'on dit une dizaine de centimes en 10 jours quand même aussi. Là, la hausse qui va avoir lieu, qui est en place cette semaine, par exemple dans les centres Leclerc, on était à un prix moyen de 1,93 sur le gasoil, on va passer à 2,07. Vous allez passer à 2,07 sur le À gasoil? la fin de la semaine, on sera à 2,07. À chaque fois qu'on renouvelle le stock est toujours plus cher. Nous sommes facturés plus cher par Total, Exxon, par les raffineurs. Et on répercute tout de suite. Et donc, toutes les enseignes, il y en a qui peuvent être moins chères quelques heures, celle qui renouvelle son stock tout de suite après est tout de suite plus chère. Et donc, on a cette vague qui nous amène au-delà de 2 euros. Le prix du gazole chez vous passe à 2,07 à la fin de la semaine. Oui. Donc ça y est, durant la la semaine, barre au des- gré des reconstitutions de stock et chez toutes les enseignes de distribution. Et puis, donc, Et le SP95, puisque c'est pareil, ça monte aussi. C'est pareil, au-dessus de 2 l'écart est euros. réduit, mais ça va arriver à 2 à la fin de la semaine aussi. Le diesel est plus cher maintenant.
Oui, oui, mais Gazeux. parce qu'on en raffine moins ou parce qu'il y en a moins de disponibles. Et puis, il faut savoir que ça va continuer encore, je pense, pendant... moi, je préfère dire avant, parce que comme ça, nos clients... On a 18 millions de clients dans les centres Leclerc. Je préfère leur dire... d'abord, je dis deux choses. Si vous n'en avez pas besoin, venez pas l'acheter maintenant. Parce que je ne pense pas à la durabilité de ce mouvement, j'insiste. Et la deuxième chose, c'est comparer les prix. Parce que même nous Attendez, vous disiez juste, ça va continuer à monter. Vous aviez ça va commencé continuer votre à phrase, monter c'est-à-dire comme ça, combien là, de temps et dans quelle proportion? sur la base de la situation actuelle, ça Ouais. va monter pendant 2-3 semaines. Il n'y a pas de rationalité économique à ce que ça monte plus s'il n'y a pas de modification des sanctions immédiatement. Si par contre on interdit d'acheter du pétrole russe, ou si les Russes, en contre-sanction, décident de ne pas vendre du pétrole à l'Europe, là, on sera à un nouveau cycle où ça va encore reflamber. D'accord ? D'accord. Mais en l'état actuel, là, je prédis simplement, ou je prévois 2 ou 3 semaines de hausse pour Dans aller quelle proportion, Michel-Edouard Legars? C'est très intéressant ce que vous entre nous dites. Parce 2 que- et... Ça va être entre 2 et 2,20, sauf, je vous dis, modification de la donne. Et là, Hein. vous dites, oui, bien sûr, on est dans ce contexte où Oui. on ne décide pas d'embargo sur Voilà. les énergies russes. On va en parler après. Hein. Mm. D'ailleurs, on a découvert à cette occasion que vous êtes administrateur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Donc, vous avez Oui, parce que je crois que une certaine tout- expertise sur ces sujets. Mais Ouais. ça va augmenter chez vous jusqu'à 2,20. Chez vous. Dans toute la distribution Dans française, toute la distribution je pense française. je pense que ça va arriver jusqu'à 2,20. C'est ce que nous disent les raffineurs, c'est ce que nous disent les traders, parce qu'on achète le carburant, c'est un produit raffiné. Donc on l'achète soit directement en sortie de raffinerie, soit on l'achète à des revendeurs de carburant qui déplacent. On peut acheter du carburant indien, du carburant russe, du carburant du Golfe ou du carburant finlandais, par exemple. Il y a une société. Mais vous avez déjà d'ailleurs... On met tout le monde en compétition. Voilà, Ouais. mais vous avez déjà cherché d'autres fournisseurs pour effectivement pouvoir mettre tout ça en compétition et puis vous sortir de la dépendance de la Russie. Comme vous le savez, on était parti sur des opérations à prix coûtant qui Ouais. peuvent paraître aujourd'hui de moindre impact. On n'est Ouais. plus dans cette dimension-là. Mais on a une équipe dans les centres Leclerc d'une 20aine de personnes qui, nuit et jour, essayent de trouver les cargaisons pas trop éloignées de la France qui sont les moins chères. Mais vous voyez, même quand on trouve un bateau de 100 000 tonnes de gasoil, c'est un investissement de 85 millions. Donc d'abord, il y a une prise de risque, il faut le couvrir, il faut un petit temps avec la banque ou la société d'assurance pour faire cet achat. Et il faut l'acheminer vers le port du Havre, vers Donge. Et ça, il faut au moins 3 semaines, 4 semaines. Donc je ne vous parle pas de ce temps-là, je vous parle aujourd'hui des prix à la pompe dans les centres Leclerc. Et donc on va vers une augmentation de 20 centimes quoi, par rapport, sur 15 jours. Quand vous dites notre prix augmente à 2,07 à la fin de cette semaine, c'est du carburant à prix coûtant chez Oui, Leclerc. oui. Vous ne Mais faites c'est- plus de marge. Non, Vous on n'a pas de ne marge. prenez pas de marge Non. quand vous vendez à 2,07. Non. Nous à étions la fin de la semaine. publicitairement. J'étais obligé. Quand on fait une publicité, on se doit être rigoureux dans les termes. Ouais. Et donc, on avait dit que ça s'arrêtait avec les retours de vacances, d'accord ? Mais avec la flambée des prix aujourd'hui, il n'est pas question de prendre de marge. Donc, je ne vais pas faire de publicité et assurer que dans tous les magasins, on soit à 0 centime de marge. Mais par les faits, je n'imagine pas un centre Leclerc qui prenne une marge, alors que Carrefour, Auchan, toutes les stations services autour de nous, déjà, elles essayent de limiter la hausse. Donc, on est vraiment sans marge, quoi. Non, ok. C'est Ouais. intéressant de le savoir. Vous voulez pas faire de pub autour de ça en ce moment? Pas le moment. Non, c'est pas la peine non plus d'attirer. Je pense que la surconsommation ne peut faire que flamber. Les gens qui feraient des stocks ne font que attiser. Qu'est-ce qu'ils font, les consommateurs? Ils viennent chercher 20 euros, 30 euros d'essence parce que justement ça leur coûte plus cher, ou est-ce qu'ils font le plein parce qu'ils anticipent sur les hausses La dont hausse- vous nous dites que sur les 2-3 semaines, elles seront inévitables? Beaucoup de gens ont besoin de leur voiture, non seulement pour aller travailler en province, il n'y a pas des transports collectifs partout de manière
judicieuse. Et puis, il y a aussi des personnes âgées, des personnes qui ont besoin de sortir de chez eux. Et donc, même si on dit que c'est un loisir, elles ont besoin de s'oxygéner, d'aller voir des petits-enfants, etc. Ces personnes-là ont un budget. C'est le premier budget dans les dépenses des ménages français. Mais vous voyez que si ce budget augmente, ça va peser aussi sur les dépenses alimentaires. Or, le plan de relance français a tout fait pour que les Français reviennent dans les hypermarchés, reconsomment. Et là, on a aussi une inflation qui arrive. On va y venir. Et cette inflation, elle ne vient pas de l'Ukraine, elle ne vient pas du conflit, elle est inhérente à la sortie du Covid et à la reprise de la croissance et à des accords entre l'industrie, l'agriculture et le commerce. On est là sur l'alimentaire. Voilà. J'ai encore 2-3 questions quand même sur les carburants. Vous dites, il n'y a pas d'embargo. Nous, on continue d'acheter le pétrole, par exemple, et le gaz aussi. Et quand on achète du pétrole, ça sert directement à la pompe, mais ça sert à tout. Je veux dire, la hausse se répercute sur tous les produits. Mais est-ce que c'est lié à une pénurie? Est-ce que c'est lié à quoi, dans le fond, La flambée du prix du pétrole, Ouais. là c'est spéculatif. Oui, c'est spéculatif. C'est artificiel. Ce sont des marchés qui, aujourd'hui, il y a des tas d'acteurs financiers qui se disent je réserve des cargaisons parce que ça va augmenter. Donc, ils jouent la hausse et ils achètent. Et donc, c'est pas qu'il y ait plus ou moins de production pour le moment, c'est de la flambée spéculative. Oui, mais c'est vrai pour le blé aussi. Pour le blé aussi. C'est pas le coût de production dans la Beauce qui a fait monter le prix du blé. Le prix du blé, c'est les matières premières, aujourd'hui, sont des manières de placer l'argent. La financiarisation de l'économie mondiale fait que si l'argent ne rapporte pas assez en banque, et c'est vrai que les placements, c'est 0 et quelques, donc des gens, mais aussi des fonds d'État souverains, des Chinois, des Américains, des Nordiques qui gagnent de l'argent avec des énergies fossiles, rachètent des matières premières et participent et jouent à la hausse. Et évidemment, ça a un impact négatif sur nos approvisionnements. Ce n'est pas forcément les industriels qui font monter le prix du café et du cacao. Donc vous dites que c'est la spéculation sur les marchés, en particulier l'énergie, qui produisent un choc énergétique dont on dit maintenant qu'il est comparable à celui des années 70. Il est comparable à celui, mais déjà en 2000, on a oublié, 2010-2014, les carburants sont à ce prix-là. Alors il y a un phénomène en plus qui c'est un nouveau choc énergétique et on ne sait pas où ça s'arrête quand même. Oui, juste une variable. Ce choc énergétique est renforcé par le fait qu'on paye le pétrole en dollars, le carburant en dollars, et que l'euro dérive par rapport au dollar. Donc il faut plus d'euros pour payer cela. Et ça renchérit le prix. Si l'OPEP augmente sa production, comme elle y est encouragée, ça peut contribuer à ce que les prix se calment ou pas? Oui, bien sûr. Mais c'est 3 mois, quoi. C'est dans 3 mois. Oui. Elle ne peut pas ouvrir les portes comme ça. C'est pas comme ça. Non. Donc en attendant, il va falloir serrer les dents. Non. Mais il faudra en passer. Qu'est-ce que la fin de l'importation... Vous avez vu, on fait un peu de géopolitique. Pardon, allez-y. Vous n'avez pas vu, franchement, les Émirats, l'Arabie Saoudite prendre position contre les intérêts russes. Vous ne les avez pas vus condamner cette intervention. Et donc ? Ils n'ont même pas, comme les Chinois, fait un pas de côté. Et donc, n'oubliez pas que la Russie, elle travaille avec l'OPEP. Et donc, je ne sais pas si véritablement... je pense qu'il y a une diplomatie à tenir vis-à-vis des pays arabes pour les obliger aussi à se mettre de notre côté, du côté de la liberté, du côté du modèle qu'on veut défendre, du côté des Ukrainiens. Et là, il y a un travail diplomatique important à faire. Sinon, ils ne vont pas nous aider à passer le cap. Message reçu. Qu'est-ce que la fin des importations de gaz et de pétrole décidée par Biden hier aux États-Unis change sur les marchés, pour nous? Pour les Américains, ça ne change pas grand-chose. Rien, parce qu'ils ne sont pas dépendants du tout. Non. Ils sont autosuffisants. Voilà. Et sur le pétrole, la France, ce n'est pas non plus énorme. C'est 10% du gasoil. C'est surtout pour les Allemands que c'est fort. Néanmoins, il nous faudra, et d'ailleurs on est en train d'en chercher, d'autres fournisseurs. Et donc, oui, il faut... Alors, le problème, c'est de savoir, quand vous achetez une cargaison, quand vous achetez dans des dépôts, tout ça est mélangé. Et la traçabilité de ces cargaisons, elle n'est pas évidente. Quand Total vend à Leclerc ou des grosses cargaisons de gasoil, donc maintenant, on lui demande d'où ça vient. Et puis, M. Pouyanné, qui a dû partir, c'est le patron de Total, qui a dû partir en toute précipitation de l'Iran
Peut-être se croyait-il aujourd'hui plus à l'abri en Russie. Et là, aujourd'hui, lui-même va devoir prendre des dispositions pour ne plus nous fournir de pétrole russe et d'aller chercher. Il ne peut plus fournir du russe, peut-être. En tout cas, peut plus fournir du il n'a pas birman. décidé de partir, contrairement à Shell ou BP, par exemple. Non, mais partir, on ne part pas comme ça d'un pays. Je pense que humainement, moralement, politiquement, une boîte comme Total ne peut pas rester si Poutine s'entête. Et donc, le scénario d'un retrait, le scénario de participer à la guerre économique, il est dans la tête d'entreprises comme Total, comme Renault, qui produit la Lada en Russie. Il y a 700 entreprises françaises en Russie, avec des personnels, avec... employeurs étrangers. Voilà. Ouais. Faut-il réduire nos consommations, Michel Edouard? C'est une question qui se pose. On se dit on aurait dû être sobre avant. Qu'est-ce que vous en dites? Le sobre, pour être sobre, c'est de la morale un peu à deux balles. C'est facile à dire. Quand les gens n'ont pas d'argent, la voiture... c'est quand même plaisir. Je trouve qu'il ne faut pas culpabiliser les gens. Je ne suis pas pour l'écologie. Alors, vous êtes distributeur aussi, remarquez. Oui, mais je suis citoyen. C'est compliqué quand on est commerçant aussi de dire ne venez pas consommer. Je suis citoyen aussi et je ne me vois pas faire la morale aux autres quand ils ont peu d'argent et qu'après tout, la voiture, c'est leur évasion. Je ne vais pas aller dire « soyez sobre ». Et ce n'est pas le commerçant qui parle, c'est aussi le citoyen. On vit en collectivité. Par contre, si on ne trouve pas du carburant de substitution suite à un blackout, et ben là, oui, il faudra consommer moins. Qu'est-ce que vous appelez blackout ? Si les gouvernements français, si les gouvernements européens disent à toutes les compagnies privées, vous n'achetez plus de pétrole russe. C'est pas gagné, ils sont divisés. Non mais je vous réponds à votre question. C'est un sujet qui est sur la table à Versailles. Les 27 de l'Union européenne se réunissent demain et après-demain. Et effectivement, il y a cette question de la fin des importations russes. Pour l'instant, on nous explique que compte tenu de la position allemande, mais pas seulement d'ailleurs, d'autres pays européens, parfois jusqu'à 100% des petits pays de l'Est, ça semble avoir une union là-dessus, ça semble pas possible, mais l'Europe a fait des énormes pas de géant sur mais c'est aussi donc... parce que quand on pose des questions comme ça un peu lapidaires, on ne prend pas le temps de les inscrire dans le temps. S'il s'agit d'arrêter par exemple, même pour les Allemands et pour les Bulgares, pour les Roumains, d'acheter du gaz russe, c'est évident qu'on se place d'abord dans le temps d'une annonce qui dit aux Russes, dans les 3 ans qui viennent, vous ne ferez pas d'argent avec nous. Et on se donne 3 ans, peut-être pas pour tout arrêter d'acheter, mais peut-être... l'année d'après, de n'acheter que 60%, l'année d'après, de 50%. Et c'est une bataille à la fois économique, c'est une guerre, mais c'est une guerre à laquelle on peut répondre par des perspectives économiques qui puissent déstabiliser celui qui est en face de nous et qui fait la guerre. C'est pour ça que Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, a donné un échéancier pour sortir de cette dépendance. L'alimentaire. La revanche, c'est un plat qui se mange froid. C'est pas forcément dans le temps de l'agression. Oui, et certains se disent il faut quand même arrêter Poutine, il faut prendre tous les moyens. Donc là, il y a un débat. Mais est-ce qu'on arrêtera Poutine avec des embargos? Vous n'y croyez pas. C'est ce que je comprends. L'alimentaire, c'est important. Oui. Il y avait déjà une inflation depuis plusieurs mois. Est-ce que cette guerre va encore enchérir le prix des pâtes, des farines, etc. Oui. Alors déjà, les pâtes, elles ont augmenté de 70%. Sur un an, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, c'est pour des conditions, à cause des mauvaises conditions météo. On verra à la reconstitution du stock au printemps et l'été prochain, au Canada, en Australie. Mais c'est pratiquement sûr qu'on n'aura pas à disposition les blés russes et les blés ukrainiens. Donc il y aura un effet. La politique que nous avons en tant que distributeur et premier distributeur alimentaire, c'est d'avoir respecté une loi qui s'appelle la loi Egalim, qui entend privilégier les agriculteurs français, la production française, dans le respect de leurs conditions de production. Je ne sais pas si ça a bien marché complètement, mais l'idée y est. Et donc, il y a une partie de ces hausses qui, au moins, profitent à la production française. Après, ces produits sont transformés. Il y a des industriels comme Danone, comme Unilever, comme Nestlé, comme Lactalis,
en font aussi des crèmes dessert, c'est plus de la matière brute, c'est plus le lait de la Des ferme. produits transformés. Et là, il y a eu des négociations qui ont été très dures et je pense que les industriels ont eu du mal à faire passer leurs factures énergétiques, leurs factures de transport. Et donc, puisque ça va se rajouter encore à leur coût de production, je pense qu'il y aura un 3e round de discussion. Il y a eu un Egalim 1, Egalim 2. Il y aura, si ce n'est des clauses de révision de prix, il y aura au moins encore des hausses jusqu'à l'été. Donc de tout ceci, en tant que qui se superposent. La loi Egalim, oui. L'inflation, et puis aujourd'hui le prix du blé qui Oui. explose sur les marchés. Tout ça va donner des... Voilà, alors dedans il y a... des augmentations. Vous pouvez nous donner une idée de l'augmentation auquel vous l'avez fait pour le carburant, c'était intéressant. Oui. Pour un prix, pour les Sur pâtes. l'alimentaire, je pense que toute l'alimentaire confondue, même la FNSEA l'a dit, c'est de l'ordre de 3,2 à 3,5 selon les anciennes. En tout cas, moi, ce que je 3,5%. Ce que je peux vous 3,2, 3,5%. De 3,2 à 3,5% en une fois. Ce que je peux vous dire, c'est que les distributeurs français, qui sont les moteurs aujourd'hui de la reprise, de la croissance, parce que c'est la consommation qui tire la croissance. Vous avez vu, les exportations, elles plongent. Donc nous, notre idée, c'est d'obtenir des industriels, d'étaler ces hausses, de les différer, de les modérer, de prendre moins de marge pour ne pas casser cette croissance. Et Fouad Leclerc, une fois qu'on a respecté le contrat, notamment vis-à-vis des agriculteurs, je veux qu'on nous laisse faire du prix bas, bloquer des prix, y compris de la baguette de pain, y compris de produits alimentaires ou de produits d'hygiène, de produits d'entretien, parce que ce sera très important pour les consommateurs qu'ils aient des marqueurs. Tout le fond de rayon d'un hypermarché va bouger en prix. C'est très important que nous, on a 18 millions de consommateurs, il faut que nos 18 millions de consommateurs continuent à nous faire confiance sur le fait que s'il y a des hausses, c'est vraiment pas des hausses spéculatives, c'est des hausses à laquelle on n'a pas pu échapper. Laissez-nous casser les prix avec nos produits de marque. C'est ça le message Quand que vous lancez ce matin. revient, Et vous dites ça à Bruno Le Maire ce matin. Laissez-nous casser les prix. Alors lui, il a besoin de nous, je peux vous dire, parce que à la fois économiquement, il faut que l'inflation française reste inférieure à l'inflation allemande, qui est notre premier client, et puis il ne faut pas que son candidat à la présidentielle aille prendre le risque qu'on lui dise qu'il a mangé le pouvoir d'achat de l'année dernière. Donc oui, la distribution s'offre à être partenaire de la lutte contre l'inflation, et Fouad Leclerc, je veux vous dire qu'on ne sera pas mauvais. Rien à voir, mais juste un petit mot. Il y a les obsèques de Jean-Pierre Pernaut, tout à l'heure à Paris. Oui. À 10h30, vous connaissiez bien. Est-ce que vous voulez... Oui, je l'aimais beaucoup. Moi, je suis aussi un vieux guerrier des plateaux de télé et sur TF1. Je l'ai rencontré, il m'a invité dans beaucoup d'émissions. Et puis, à titre privé, on s'est rencontrés sur des plages. Il est même venu pas mal dans les magasins. À un moment donné, rencontrer les personnels. Quelqu'un a écrit ce matin que c'était un peu un cœur de France. Et donc, oui, ça a fait beaucoup d'émotions. Et je voudrais dire à Nathalie, je voudrais dire à tous ses amis que c'est une grande personne qui va nous rester en mémoire. Et c'est bien qu'on lui rende un bel hommage.